D'abord, je m'appelle John Page, je suis lead dev.net et je travaille dans le monde du .NET depuis 5 ans maintenant. Et j'aime bien les coding games, j'aime bien F#, mais au boulot, je suis obligé d'utiliser C#. Voilà. On va commencer par quelques rappels historiques. Alors, tout commence en 1996, quand Sun Microsystems, je crois à l'époque, ont sorti Java 1.0. Le but, c'était d'avoir un environnement de programmation qui puisse fonctionner sur tous les supports. Notamment, à l'époque, ils visaient les microcontrôleurs. Et l'une des motivations exprimées à l'époque, c'était que C++ consommait trop de mémoire. Maintenant, ça paraît un peu ridicule, mais c'était une des motivations à l'époque. C'est un langage qui, du coup, est compilé en bytecode pour exécuter dans une machine virtuelle. Parce que, évidemment, les machines différentes ont des processeurs différents, donc on ne peut pas compiler vers du assembleur directement. La première version n'a pas de compilateur just-in-time. Et c'était un peu trop long. Donc ils ont rapidement ajouté un compilateur just-in-time. Un autre des caractéristiques notables, c'est une gestion de mémoire automatisée. On parle de compilateur just-in-time et de gestion de mémoire automatisée comme si c'était des nouveautés pour l'époque, mais pas vraiment. La gestion de mémoire automatisée a été proposée en 1970 pour le langage Lisp. Et un compilateur just-in-time a été proposé l'année précédente. L'année suivante, Microsoft commence à réagir, commence à discuter en interne. En l'an 2000, Microsoft annonce le .NET Framework. En 2002, ils sortent le .NET Framework 1.0. C'est bien de mentionner qu'à l'époque, ils avaient pour ambition de développer une machine virtuelle comme le Java qui puisse supporter 7 langages commerciaux et 7 langages académiques. C'est super ambitieux et en langages commerciaux, je n'ai pas trouvé d'autres références que ces 4-là de l'époque. Bien sûr, plus récemment, il y a beaucoup d'autres langages qui ont été implémentés pour .NET Framework et pour la JVM aussi, dans le monde de Java. Mais le fait que c'était une ambition dès le départ a fait en sorte que dans le .NET Framework, on ajoute rapidement quelques nouveautés, enfin, certaines choses qui ne sont pas présentes de la même façon dans le monde de Java. Les generics. Dans le monde de Java, on peut avoir un type comme un e-repository d'un type pour représenter un repositoire de trucs. Et à la compilation, en Java, on garde le fait que c'est un e-repository, mais on oublie que c'est de trucs. Ce qui veut dire que on aime bien injecter les dépendances dans le monde de .NET et dans le monde de Java aussi. Et en .NET, on peut simplement injecter ce type-là et la bibliothèque d'injection peut le reconnaître et peut injecter le bon truc. Dans le monde de Java, on a besoin d'une instance spécifique à chaque fois. En 2007, Microsoft ont ajouté LinkU, qui permet de faire ils appellent ça select, mais c'est une opération de map dans d'autres langages. Ils ont choisi le mot select parce que c'est similaire à ce qu'on fait dans du SQL. Il y a .where aussi. Et la spécificité en C#, c'est que ce lambda peut avoir deux types différents. Soit on spécifie que c'est un func, et en quel cas c'est un code qui est compilé, soit on spécifie que c'est une expression de func, en quel cas le compilateur va vérifier les types et
le transformer en un objet qui représente le calcul à faire. Et du coup, la bibliothèque qui fournit les items peut ensuite transformer le lambda en SQL ou autre chose en cas de besoin. En 2010, .NET Framework 4 sort avec Dynamic, qui permet un typage dynamique. Ça permet IronPython, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était la façon la plus facile d'installer Python sur Windows dans le passé. Et je l'ai beaucoup utilisé à l'époque, et j'ignorais complètement que c'était basé sur .NET. Une petite explication, si on fait var truc égale 10, le compilateur va dire, tiens, c'est un int, truc doit être un int. Donc, on peut modifier sa valeur, mais on ne peut pas mettre autre chose qu'un int dedans. Si on le déclare en dynamique, on pourrait ensuite assigner un texte ou autre chose dedans, sans que le compilateur se plaigne. Au runtime, ça peut planter, bien sûr. Et en 2019, .NET Framework 4.8 sort et Microsoft annonce que c'est la version finale. Donc, fin de l'histoire, on peut rentrer à la maison. Sauf que, il y a toute une autre histoire. En 2001, Mono est annoncé. Qu'est-ce que Mono? C'est un compilateur alternatif pour du C# avec un runtime alternatif qui cible principalement Linux et d'autres systèmes. Alors, rappelons-nous que .NET Framework version 1 sort en 2002. Donc, ils ont commencé vachement tôt. En 2004, ils sortent la version 1. En 2009, ils sortent la version 1 de MonoTouch pour iOS. On peut désormais faire des applications iOS avec C#. Une chose qui est intéressante à remarquer, c'est que iOS interdit les compilateurs just-in-time. Ce qui veut dire que soit c'est du bytecode interprété, ce serait lent, soit c'est compilé direct en assembleur pour le iPhone. En 2011, la société Xamarin se crée autour de ça et MonoTouch devient Xamarin. Xamarin est racheté en 2016 par Microsoft, ce qui leur permet de développer .NET Core qu'ils avaient annoncé 2 ans auparavant. .NET Core se veut cross-platform. .NET Framework, c'était Windows uniquement. Ça ne marchait pas ailleurs. Donc .NET Core 3 sort en 2019, la même année que .NET Framework 4.8. Et ils commencent à dire .NET Core, c'est le futur. L'année suivante, ils sautent le numéro 4 et ils sortent .NET Core 5. Et là, ils commencent à dire, c'est le futur, on va arrêter de dire Core. L'année suivante, .NET 6 et après .NET 7. Une version par an, toujours au mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Une nouveauté, c'est que c'est désormais une plateforme unie. Tout ce qu'on veut pouvoir faire avec .NET, on peut le faire avec les mêmes outils. Autrefois, si on voulait compiler vers du mobile, il fallait utiliser le compilateur Mono. Alors, ça existe peut-être toujours, et ça s'utilise peut-être toujours, mais on a la commande .NET, comme si on compilait pour du Windows, même si, sous les couvertures, ça peut utiliser Mono. Comment l'installer? Sur Windows et sur Mac, il y a un installateur. Sur Ubuntu, surtout la version 2022, on peut l'installer avec rien que cette commande-là. Sur les versions précédentes, on peut l'installer aussi, mais il faut installer le repository spécifique. Et sur d'autres versions de Linux, c'est documenté. La durée du support. .NET Framework 4.8 va être supporté jusqu'à la mort de Windows, très certainement, puisque c'est intégré dans Windows. .NET Core, je mets Core en grisé parce que
Je le dis encore pour différencier avec .NET Framework, mais il n'est plus vraiment nécessaire de le dire. Il y a une version par an, .NET 6 qui est sorti en 2021, va être supporté jusqu'en 2024, novembre 2024. .NET 7 qui est sorti il y a 2 mois, va être supporté jusqu'en mai 2024. C'est moins long. Et du coup, il y a deux versions de support. Il y a les versions long terme, qui sont désormais les versions paires, et qui sont supportées pour 3 ans, et les versions standard. Ils ont récemment renommé ça, avant ils disaient Short Term Support, pour dire supporté à court terme, et maintenant ils disent standard. Chaque version STS est supportée 18 mois. Alors, lequel choisir? Les mises à jour, visiblement, se font de plus en plus faciles, donc à vous de choisir. Une autre nouveauté. On peut compiler vers une image Docker sans avoir à écrire un fichier Dockerfile. On ajoute un paquet et il y a une ligne de commande. C'est tout. Ils disent pour l'instant, cette version nécessite l'installation de Docker sur la machine. Ce qui suggère qu'à l'avenir, cette compilation en image Docker pourra se faire même sur une machine qui n'a pas Docker. Une machine de build pourrait produire les images à exécuter ailleurs. Côté performance, d'abord quelques histoires de migration. Microsoft, dans l'article qui annonce .NET 7, ont une dizaine de rapports de migration. J'en tire que 2 ou 3 ici. L'API Microsoft Graph a été migrée depuis .NET Framework vers .NET 6. Ça leur a pris 4 ans. Et dans ce temps, le nombre de requêtes qui tapent dans cette API a augmenté d'un facteur de 70. Et en même temps, ils ont réduit les coûts opérationnels de 91% par requête. Évidemment, ce n'est pas que .NET Core qui intervient dans cette diminution, mais c'est un facteur non négligeable. Les publicités, Bing, ont également fait une migration vers .NET 6, et cela vient avec une réduction mémoire de 40 à 50%. Je ne mentionne pas le chiffre pour le CPU parce que c'est moins clairement dit dans l'article. Alors là, c'est 2 migrations qui mentionnent .NET 6 et pas .NET 7. Et aka.net, qui est une bibliothèque d'acteurs pour .NET, au moment de la sortie de .NET 6, on fait des tests de performance avec .NET 7 avec l'option PGO. Et ils trouvent que c'est 33% plus rapide, ce qui est remarquable. Alors, qu'est-ce que le PGO? Profile Guided Optimization. Alors, la compilation just-in-time a 2 niveaux. Chaque fonction, chaque méthode est compilée déjà une première fois avec peu d'optimisation, histoire de compiler vite. Quand on démarre une application, on aime bien que ça démarre vite. Et si la PGO est activée, ce code inclut un peu de collecte de statistiques. Ensuite, une fonction qui est utilisée fréquemment va subir une deuxième passe de compilation qui prend un peu plus de temps et qui pousse l'optimisation plus loin. Et s'il y a des statistiques, cette version est guidée par les statistiques. Alors, il y a un exemple de ce qu'on pourrait vouloir faire en optimisation. Supposons qu'on a une interface ePrinter avec une seule méthode print, qui prend un texte et qui l'imprime quelque part. Et ça se trouve, on a une instance, une classe qui hérite, qui implémente cette interface avec une méthode print qui fait console writeline. C'est une implémentation simpliste. Il y en a peut-être d'autres. Alors, on a peut-être
ensuite une méthode qui va utiliser, qui va accepter un printer et un texte et va appeler la méthode print. Rien d'étonnant, c'est probablement assez rapide, mais si jamais cette méthode est appelée 10 000 fois par seconde, on peut se dire que, tiens, c'est peut-être possible d'aller un peu plus vite. Donc, notre premier essai, c'est on teste le type. Si c'est un console printer, on va faire le writeLine ici. Parce qu'on sait ce que fait le console printer, on peut intégrer le texte, le code ici, directement. Et dans le cas contraire, on passe par la version lente. Et c'est ça que peut faire la compilation just-in-time avec le Profile Guided Optimization. Si c'est presque toujours un console printer, il fait une version avec un peu plus de code, mais qui est optimisée spécifiquement pour ce type-là. Il peut faire pas mal de choses aussi d'autres que ça. Et je me souviens de plein de rapports qui disent qu'avec la PGO, il y a des gains de 10 à 20% sur une bibliothèque entière. Sur des benchmarks précis, on peut faire gagner 3 fois plus vite, dans certains cas. Cette version de .NET inclut, de façon plus facile qu'avant, la compilation native, AOT, Ahead of Time. Cela est différent que le Ready to Run. Le Ready to Run inclut le bytecode, mais compile ce qui est nécessaire pour le démarrage en assembleur pour la plateforme ciblée. Ici, il n'y a pas de bytecode du tout. Tout est compilé en assembleur pour la machine ciblée. Et souvent, un avantage, c'est que les logiciels compilés ainsi peuvent démarrer plus vite. Et souvent, le fichier est un peu plus petit, parce que le bytecode.NET contient énormément d'informations de type. Les difficultés. Tout code qui utilise de la réflexion, comme par exemple une bibliothèque d'injection de dépendances, qui a besoin de savoir si c'est un e-repository de trucs ou un e-repository de machin, il a besoin d'examiner les types. Et il y a un travail en cours d'annotation avec des attributs des bibliothèques standards .NET, et la communauté va pouvoir étendre cela à leur propre bibliothèque aussi, de façon à guider le compilateur pour savoir ce qu'il doit encore inclure comme information de type et ce qui peut élaguer. Et plus on élague des choses, plus les fichiers vont être plus petits. Une autre difficulté, un autre désavantage plutôt, c'est au moment de compiler, on peut savoir que c'est peut-être pour des processeurs Intel. Mais est-ce que c'est la dernière génération avec toutes les instructions SIMD les plus avancées ou pas? On ne sait pas. Le compilateur just-in-time, quand il compile, peut le savoir et peut produire un code qui est spécialisé spécifiquement pour le CPU sur lequel il va tourner. Donc le native IoT, il économise le travail de compilation just-in-time, mais peut-être qu'il a un code qui est un peu plus lent. D'ailleurs, il n'y a pas encore une façon d'intégrer les informations de Profile Guided Optimization dans une compilation native IoT. Et le Profile Guided Optimization, il doit recommencer son travail chaque fois qu'on redémarre le logiciel. Il ne sait pas sauvegarder les statistiques. Alors, quel usage pour le native IoT? À quoi c'est bon? Ce travail contribue à la compilation vers du WebAssembly, notamment avec le framework front Blazor, où on peut écrire un back et un front en C# entièrement. Et la partie front peut être livrée vers les navigateurs
compilé en WebAssembly. La compilation pour iOS aussi va profiter de tout ce travail. Les outils console. Une application console, on aime bien que ça démarre rapidement. Les fonctions serverless aussi. C'est important qu'une fonction serverless puisse démarrer rapidement. Ou tout autre service web scalable, où un Kubernetes, par exemple, doit créer des instances de ces services au besoin. Une autre nouveauté, Abstract Static. Je vais expliquer. Microsoft a ajouté une interface e-parsable pour quelque chose qui peut être parsé, qui sait comment se parser, qui sait comment s'instancier à partir d'un string. Alors, si on voulait faire ça avec une interface, ben on ferait peut-être une méthode parse, peut-être une méthode try-parse. Mais pour l'utiliser, on aurait besoin d'une instance de ce type avant de pouvoir appeler la méthode. Ça, c'est une instance vide qui ne sert à rien et qui sera tout de suite jetée à la poubelle. À moins peut-être de le garder en statique comme un pattern singleton. Et du coup, Microsoft a ajouté la possibilité de spécifier des méthodes statiques dans une interface. Ce qui permet ensuite de pouvoir avoir une méthode générique. Il n'a même pas besoin de ce paramètre-là, je me suis trompé. Qui prend un string input et qui sait parser correctement selon le type spécifié. Oui, il n'a surtout pas besoin d'une instance. eNumber, c'est une autre interface ajoutée par Microsoft récemment en .NET 7. Alors, à quoi ça sert? Ici, on a une méthode qui accepte un tableau de int et qui fait la somme. Ça ne marche qu'avec des int. Si on veut une méthode qui peut marcher pareil sur des int et des floats, on serait un peu embêté. Voilà. Et voici comment on peut faire maintenant. Le type est générique et le type doit spécifier, dans ce cas-ci, on a besoin de deux interfaces. On peut spécifier eNumber, mais ça inclut beaucoup d'autres choses qu'on n'utilise pas ici. Additive Identity, c'est l'identité par rapport à l'addition. Quand on ajoute 0 à n'importe quel nombre, le résultat ne change pas. Et l'opération plus est fournie par le deuxième interface, Addition Operators. On peut faire un type custom, peut-être une matrice, pour du deep learning, qui implémente ces deux interfaces, et ça fonctionnera. Et pourquoi les méthodes statiques? Encore un élément de réponse, l'opérateur plus dans un type est défini comme une méthode statique du type. Alors à quoi ça peut servir? J'ai deux petites idées. Une pattern stratégie. Peut-être on ferait des classes pour des stratégies différentes. Peut-être que chaque classe devrait pouvoir savoir s'il doit s'appliquer ou pas. Et c'est peut-être intéressant que cette décision se prenne avant d'instancier la stratégie. Peut-être on a une centaine de stratégies. Il ne faudrait pas instancier une centaine juste pour faire le test. Un deuxième exemple, une deuxième idée, peut-être dans une base de données, on va stocker des entités. On est dans le monde de Microsoft, il y a Entity Framework, on parle d'entités. Même si en DDD, ce n'est pas tout à fait ça nécessairement. Et souvent, on a une interface que toutes ces classes qui reflètent les tables doivent implémenter. Et peut-être que ça spécifie simplement qu'il y a un ID
de type int dans chacun, ou ça peut être un GUID si on préfère. Alors peut-être que c'est intéressant dans un projet que chaque entité sache si c'est une table destinée à stocker du paramétrage ou une table destinée à stocker de la donnée. Et du coup, on peut utiliser une méthode statique pour ça. Autre nouveauté, les regex. Traditionnellement, on peut utiliser un regex comme ça. Celui-là, il n'est pas compilé, il est interprété à chaque usage. C'est-à-dire chaque caractère va être utilisé pour explorer le texte en entrée. On peut aussi spécifier l'option de compilation, ce qui va résulter en la compilation du regex avant son premier usage. Et en .NET 7, on peut désormais spécifier une méthode partielle, donc pas de corps de méthode, avec un attribut. J'aurais pas dû mettre cette option-là, qui spécifie le regex, et le résultat, c'est un fichier C# caché dans le dossier obj, probablement, mais on peut l'inspecter, et voici un extrait. Donc là, ce regex, il match ABC ou DEF, suivi d'un de ces caractères-là. Et le code produit, dans ce cas-là, il commence par le premier caractère du texte, et vérifie si ça se poursuit avec BC. C'est peut-être la façon la plus optimale de vérifier si on est dans le cas ABC ou le cas DEF, ou autre chose. Il y a aussi l'option non-backtracking. Alors, le problème, c'est que ce regex-là, qui a l'air un peu bizarre, il match un string de 1, qui contient des caractères 1, uniquement si sa longueur est un nombre primaire. Évidemment, s'il y a une centaine de 1, c'est une vérification qui prend de plus en plus de temps. Donc, il y a l'option non-backtracking qu'on peut ajouter à un regex. C'est plus lent pour les textes simples, mais la performance ne dépend que très peu du texte donné. C'est quasiment la même performance, quel que soit le texte qu'on fournit. Pour l'instant, ce n'est pas compatible ni avec la compilation, ni avec le générateur de code source. Mais ça peut servir pour un service web qui accepte une entrée qui vient de l'utilisateur, dont il ne devrait pas faire confiance. Ensuite, il y a d'autres optimisations des regex, et pour ça, je fais un rappel rapide des concepts du tas et de la pile. D'abord, la pile. Ici, on a une méthode main. D'abord, on parse les arguments. Ensuite, on fait un calcul. Et on affiche un résultat. Ces trois méthodes qui sont appelées les uns après les autres à l'intérieur de la fonction main. Et il y a des variables locales qui sont stockées quelque part. Alors, la pile, le stack, c'est un espace de stockage pour les fonctions. D'abord, on rentre dans la fonction main, et il y a un espace de stockage qui va servir pour les variables locales de la fonction main. Main appelle parseargs, args, donc on ajoute, on empile, d'où le nom pile, un espace de stockage pour les variables locales de cette fonction-là. Après parseargs, on enlève tout ça, automatiquement, ça se fait à la fin de la fonction, et on entre dans la fonction suivante. Et évidemment, ce genre de stockage ne peut pas servir pour un résultat qui doit être stocké plus longtemps. Et aussi, cet espace de stockage est limité à 1 mégaoctet à peu près par thread. D'où le tas.
tout ce qui est potentiellement trop gros pour être sur le stack est stocké sur le heap, le tas. Et ici, par exemple, un string, ça se met sur le tas. Quand on prend un substring, ça aussi se met sur le tas. Alors, c'est dommage d'avoir... ça, c'est strictement un substring de ça, donc c'est dommage de la répéter. Mais ça se fait comme ça. Et tout ce qui est stocké sur le tas va être collecté par le collecteur de garbage qui doit faire son travail en arrière-plan. Plus on met des choses sur le tas, plus le collecteur de garbage a des choses à inspecter et potentiellement à nettoyer. Et ça peut ralentir le traitement principal. C'est surtout important pour les serveurs web haute performance. Avec ceci, il convient de mentionner les types de références et les types de valeurs. Les types de références, c'est les classes. Il n'y a que ça. Et ils sont toujours stockés sur la pile. Ensuite, les types de valeurs. Autrement dit, les structs. Je mentionne les types primitifs, mais en fait, dans le monde de C#, les types primitifs sont des structs. Et ceux-ci peuvent être stockés sur le tas, mais ils sont parfois stockés sur la pile. Un tableau de int, par exemple, chaque int est stocké sur le tas dans le tableau. Et récemment, les ref structs ont été ajoutés. Ils sont interdits de stockage sur le tas. Donc une fonction peut le passer à une autre fonction, à condition que cette autre fonction ne le met pas sur le tas. Donc l'autre fonction doit arrêter de l'utiliser une fois qu'il a fini son travail. Et deux types qui sont des ref structs, c'est span, c'est de type générique. Span de char et read-only span de char sont... On peut caster un string. Ça, c'est un string. On peut le caster en read-only span de char. Automatiquement. Ensuite, on peut slice. C'est comme un substring, ça fonctionne pareil, mais sur le heap, on n'a que ça. Et regex, le type regex a ajouté un override de isMatch qui accepte un read-only span de char et un enumerate matches qui lui accepte un read-only span de char et qui retourne des value match qui sont des ref structs. Normalement, regex dans le passé, on passait un string et lui il matchait des petits bouts dedans et il collectait ça dans des trucs qu'on pourrait récolter après et utiliser. Chaque petit bout était stocké sur le tas, sur le heap, pardon, la pile, pardon, le tas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts d'optimisation, surtout en ASP.NET, dans ce sens, pour utiliser des structs ou des ref structs partout où c'est possible pour réduire le travail du collecteur de garbage. Et c'est une bonne part de l'augmentation de performance dans les versions récentes de .NET. Je mentionne au passage qu'il y a un peu d'aide de l'IDE. C'est un string. Et pourtant, Visual Studio peut nous montrer, peut colorier les parties de ce texte et nous aider quand on est en train de le taper. Et ça se fait par un attribut affecté à l'argument qui doit correspondre à un plugin du compilateur. Dans le futur, ça va être possible pour les auteurs de bibliothèques de fournir quelque chose de similaire. On peut imaginer une bibliothèque Mongo qui accepte des strings de query et qui sait afficher le syntaxe de façon à ce que ça puisse aider l'utilisateur. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de mettre des queries Mongo en string.
Autre nouveauté, le mot-clé required. Alors, pour motiver ça, on peut faire une record qui s'appelle person, first name et last name. On peut l'instancier de deux façons. En l'appelant comme un constructeur, et on peut aussi spécifier les arguments en spécifiant le nom de chaque argument. Ça, c'est pas possible dans le monde de Java. En Java, c'est pas possible, et c'est la raison principale, peut-être que les builders, le pattern builder est si populaire dans le monde de Java. Alors, cette syntaxe de record, il convient pour des records qui contiennent peu de choses. Alors, peut-être on voudrait ajouter le nom du milieu, le deuxième prénom, qui peut être absent. Sauf qu'un paramètre optionnel doit être spécifié en dernière position. Donc ça ne marchera pas. Une autre syntaxe de définition des records, c'est de le spécifier comme des propriétés d'une classe, avec un getter et init, qui existe depuis .NET 3.1, je crois, qui spécifie que on peut le set, on peut assigner quelque chose dans ce truc, mais seulement dans le bloc d'initialisation quand on construit l'objet. Et le mot-clé required va désormais faire en sorte que si on omet l'un de ces propriétés-là, c'est une erreur de compilation. Dans ce cas, personne serait souligné en rouge. Autre nouveauté, c'est que on peut faire un serveur web avec 4-5 lignes de code. Ça, c'est tout ce qu'il faut dans un fichier programme CS. Il n'y a pas de namespace, il n'y a pas de classe, rien de tout ça. On peut les mettre, mais on n'y est pas obligé. Là, on définit un handler de cette route-là avec la méthode get qui répond avec du texte tout court. Le deuxième répond à un URL différent avec un objet. Ce syntaxe minimaliste suppose que l'objet doit être transformé en JSON. C'est pensé plus pour des API que pour des pages web. Et Microsoft tend à préférer le syntaxe Razor avec des fichiers CSHTML pour du rendu HTML. Alors j'ai un exemple. Alors, comment je fais? Ok, je pense que je dois quitter la présentation. Un exemple ici. Il y a un using, un seul. Ça surprend un peu, on s'attendrait à avoir plus de using. Mais ça se trouve dans le fichier du projet, on spécifie que c'est le SDK web qu'on utilise. Ensuite, on peut injecter des services, spécifier que ça doit être en HTTPS. Et là, html_result.layout, c'est quelque chose que j'ai ajouté. Le rendu par HTML n'est pas supporté par défaut, mais ce n'est pas difficile de l'ajouter. Il n'y a pas de syntaxe colorée, mais c'est déjà pas mal. Alors, ce syntaxe-là, avec le string qui démarre avec 3 double quotes et qui se termine aussi avec 3 double quotes, fait en sorte que ce bloc à l'intérieur est traité comme un string multiligne. Dans le passé, on utilisait le arrobase pour faire ça. Ici, l'avantage, c'est que cette indentation sur la gauche, il est enlevé. Le désavantage,
c'est que si jamais une de ces lignes est indentée moins que la dernière, c'est une erreur de compilation. Le C# est désormais sensible à l'indentation. Un peu. On peut aussi spécifier, avec un $ en début, on peut faire des strings interpolés, insérer des données dans le texte. Je n'ai pas un exemple ici, mais si on veut mettre 3 double quotes dans le texte, il suffit d'en mettre plus ici. On peut mettre 4. Si on commence avec 4 ici, on doit mettre 4 pour finir. Si on veut mettre 50 ici, on doit mettre 50 pour finir. Similairement, avec le $, si j'ajoute un deuxième, eh bien l'interpolation ne marche plus, à moins de mettre deux accolades à chaque fois. Et si on met 3 $, il faut mettre 3 accolades à chaque fois. Alors, c'est peut-être bien de mentionner avec l'API minimaliste, on peut injecter des services. L'attribut FromService n'est pas nécessaire. Si c'est un service qu'on a ajouté via l'API d'ajout des services que j'ai montré tout à l'heure, on peut le mettre et il comprend. C'est plus clair de le mettre, mais on peut le mettre. On peut aussi injecter le HTTP context, si on a besoin d'avoir accès à la requête ou à la réponse pour pouvoir mettre des headers custom ou quoi que ce soit d'autre. Alors, je voulais utiliser ça pour le quiz, mais j'arrive pas à activer les tunnels avec Visual Studio. Si je l'exécute sur mon poste, il va être exécuté avec 2is Express, le serveur web, mais enfin même pas. Je crois que ça exécute le logiciel directement sans passer par 2is Express. En tout cas, si ça passe par 2is Express, d'expérience, c'est quasiment impossible de lui faire écouter des requêtes qui viennent d'autres ordinateurs. Et si on avait des requêtes qui venaient d'autres ordinateurs, ce serait sûrement par l'adresse IP, probablement. Et en quel cas, appliquer un certificat SSL, c'est difficile. Donc les tunnels, c'est ajouté en preview sur la dernière version de Visual Studio. Ça va être une des fonctionnalités au cœur de Visual Studio dans le futur. Pour l'instant, c'est à activer par les paramètres. Et il faut être connecté avec un compte Microsoft aussi. Et ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas. Alors, on continue. Le pattern matching, ça existe depuis quelques versions de .NET, mais il y a plusieurs options qui ont été ajoutées. Alors, première question. Là, on veut faire comme string is null or empty. Autrement dit, si ce texte est nul ou empty, ou vide, on voudrait que ça rentre dans chacune de ces cases. C'est pas logique d'avoir toutes les cases qui répondent aux mêmes critères, et Visual Studio se plaint pour certains d'entre eux. Pas pour tous, curieusement. Alors, la question, c'est combien d'entre eux sont valables? Là, il y a 8 options. Combien d'entre eux sont valables? Première question. When, on peut l'utiliser déjà dans .NET Framework. Le var t, c'est quelque chose qu'on ne voit que dans .NET Core. Ça permet de récupérer le variable donné en entrée
dans un nouveau nom de variable. On pourrait peut-être mettre un type spécifique ici. Et si ça matche le type, T serait la version castée. Là, c'est je capte dans quelque chose que je ne vais pas utiliser. Nul, or, un tableau vide. On voit ce que ça veut faire. Un string, c'est une séquence de chars. On peut le traiter comme un nid énumérable de chars, et plus récemment comme un span de chars. Read-only span de chars. Là, ça ressemble à un objet avec une propriété length avec la valeur 0. Là, length plus grand que 0, avec une inversion de condition. Alors, combien d'entre eux sont valables? Ils sont tous valables. Qui dit mieux? C'est pas loin. Moi, je pense que les deux avec les caractères discard ne sont pas valables. Ces deux-là. Ouais. Les autres, oui. Donc toi, tu dis 6 sur 8. Baptiste dit 8 sur 8. D'autres avis? Les deux premiers sont pas valides. Ces deux-là. Et les autres sont tous valides. J'ai un doute sur le dernier. Oui. Donc toi, tu dis 5 sur 8. Quelqu'un d'autre? 7 sur 8, moi je vire le petit. Tu vires les empty. Ok. Quelqu'un d'autre? La réponse. Ok. Le premier, c'est valide. Le deuxième, c'est valide aussi. Le troisième, c'est valide aussi. Quand on met le discard tout seul, on n'a pas besoin de mettre var. On peut le mettre, mais on n'est pas obligé. Je suppose que si on mettait un type, il matcherait seulement si texte était le type concerné. Et dans quel cas, il est peut-être obligatoire. Celui-là est aussi valide. Celui-là, valide aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et le dernier, effectivement, c'est empty qui n'est pas valide. Alors, ça paraît un peu surprenant toute cette syntaxe, mais c'est peut-être pas... Il n'y a pas énormément de choses de nouveau. Quand on voit un bloc comme ça, on est perdu. Mais il suffit de regarder d'un peu plus près. Si on mettait not nul, ça spécifierait que ça ne doit pas être nul. Comme on peut faire not, ça. Et ça matche n'importe quel type avec une propriété length, plus grand que 0. Deuxième cas. Le but, c'est reconnaître un texte dans l'avant-dernier caractère et entre un A ou un J. Donc, Hannah, c'est un A. C'est bon. Jack, c'est un C. C'est entre A et J. Celui-là, c'est un A aussi. C'est bon. Boston, c'est un O. Ça ne marche pas. Et voilà. Cette fois-ci, il y en a 10. Donc là, 2 points. Ça ressemble un petit peu aux 3 points qu'on peut trouver dans JavaScript, donc on peut supposer que ça représente peut-être un nombre indéfini d'éléments. When, et là, typique comparaison de char comme on a l'habitude. Et ce var t qui accepte un char, le texte peut être considéré comme une liste de chars à peu près. Le dernier caractère, on s'en fiche.
pour gagner un peu de temps, et à cause de toutes les similarités, je vais dire celui-là, il est valable. Là, on a comparaison sans un truc à comparer. Avec un AND et une autre comparaison sans le truc qui est comparé. Ici, on a 2 points avec un var. 2 points avec un discard tout court. Là, on met la première partie dans un variable. Là, on met les premières parties dans un variable. Il y a aussi le end qu'on met dans un variable. Là, on match avec un objet qui contient rien de spécial. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et là, texte, un petit rappel. Là, on compte depuis la fin avec le chapeau. Ça existe depuis .NET 3 points, mais il convient de le rappeler. Et comparaison avec un char. Donc cette partie-là, c'est bon. La question c'est, est-ce que ça c'est bon? Note nulle. Ben, on avait bien vu nul, on avait bien vu note. Note nulle, ça se comprend. Est-ce que c'est valable? Alors, sur les 10, combien sont valables? Les 2 premiers sont valables. Un test type avec is, ensuite comparaison sans un truc à comparer, and sans un truc à comparer. Ça, c'est un pattern qui, soi-disant, revient souvent. Du coup, moi je pense qu'ils sont tous valables sauf le dernier, puisque le note nul ça marche pas. Ok. 9 sur 10. L'avant-dernier il est étrange aussi. Ok, qui dit mieux? Si c'est ça, je pense que c'est pas bon. Dans le sens où on n'a pas Celui-là on n'a pas la progression en fait. et celui-là. On va pas avoir les 2 derniers caractères spécifiquement en fait. Donc, toi, tu penses que ça doit représenter un seul caractère et non pas une suite de caractères. Pareil pour ça, ok. Alors que celui-là, ce serait une suite de caractères. En fait, ce serait tous les premiers caractères. Et du coup, ça matcherait aucun des 3, puisqu'il n'y a aucun qui a 3 caractères. Et du coup, ce ne serait pas bon. Donc, tu dis 8 sur 10? Ou il y en a d'autres que tu n'aimes pas? Moi j'aime pas avec juste point, variable, start, je sais pas. Celui-là. Du coup celui-là, et puis en fait les 3 derniers, je suis assez sceptique. Moi, c'est celui où il y a var start et var end. Var start, j'ai l'impression que. Celui-ci Ouais. ou le suivant? Celui d'avant, là, j'ai l'impression que var end, peut-être on a l'impression que ça devait être 1 la longueur, alors ça peut pas être 1 aussi pour le début, donc il doit y avoir une incohérence. Donc celui-là, il me plaît pas, donc je l'exclus. Ok. Est-ce que tu exclus le précédent sous une logique similaire? Ouais. C'est les seuls que tu exclus? Ouais. C'est un truc qui me fouille. Je mets pas ma main à couper. Ouais. Là, je vous mets devant un truc et je laisse la logique et l'intuition fonctionner. Et bon, pas forcément très sympa comme jeu. Donc oui, les 2 qui ne sont pas valables, c'est ces 2-là. Tout le reste, c'est bon. Le var t, comme le var end et ce var start, est typé en char.
c'est un élément dans le string. Ce var start, il est valable et le type est string. Ça, c'est le début du string. Ensuite, il y a un caractère qui doit être dans cette range, dans cette étendue-là. Il y a quelque chose que je n'ai pas testé. Est-ce qu'on peut combiner quelque chose comme ça avec un var afin de le mettre dans un variable? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut passer par un when pour faire ça? Le end, j'ai mentionné, c'est un type char. Là, ça match tout sauf nul. Et not nul, ça match tout sauf nul aussi. Et du coup, il y a pas mal de façons d'écrire le même code. Et si on a un texte nul, Si le texte est nul, est-ce que ça tout fonctionne ou est-ce qu'on a une erreur de bonne question. nullable exception ou enfin de not null exception? Peut-être que cela... Bonne question, je n'ai pas testé cette hypothèse-là. Tout cela, peut-être qu'il faut combiner avec ça ou ça. Et une autre question, les deux là, les 5 et 6 là, qui ne fonctionnent pas, ça veut dire on s'impose qu'on ait une chaîne de 3 caractères. Oui. Et si en fait on a plus ou moins, ça va planter parce que Ça ne va pas l'accepter. ça va pas l'accepter. Okay. En fait, cette pattern-là est transformée par le compilateur en une vérification de soit d'une propriété length, soit d'une propriété count. Et là, il va utiliser l'indexeur, le item défini sur l'objet, si ça existe. Item défini avec un int pour extraire quelque chose à index, ou item défini avec un index qui peut supporter du coup cette syntaxe-là. Et du coup, texte, il y a aussi autre chose. Pour que texte puisse être matché avec un pattern de type list, il faut qu'il ait soit un count, soit un length, soit un index avec int, soit item avec int, soit item avec index, et soit aussi un slice pour avoir une sous-partie. Enfin, quelque chose comme un slice ou autre chose. Il y a deux options là, j'oublie. Alors, où est-ce qu'on peut utiliser tout ça? 3 cas. On a déjà vu ce cas-là, le switch case ordinaire, où on peut mettre le pattern dans le case. Le nouveau syntaxe de switch, qui est une expression, dont le syntaxe c'est comme ça, on peut utiliser les patterns aussi, et on peut l'utiliser aussi avec des tests types. Voilà. J'ai aussi oublié de mentionner qu'avec .NET 7, il y a aussi la sortie des notebooks polyglottes. Vous connaissez peut-être les notebooks Jupyter, souvent utilisés pour du machine learning avec Python. Alors, les notebooks polyglottes, c'est la même chose. C'est une extension pour Visual Studio Code qui permet d'avoir chaque cellule dans un langage différent. On peut avoir du JavaScript à côté du Python avec du C# et du F#, et on peut partager les variables entre tous ces langages. Donc, si on préfère faire le chargement des données en C#, le traitement en Python et l'affichage des résultats en JavaScript, c'est possible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?
as compilé ton code avec le break là Oui. switch case. J'ai compilé, mais pas forcément testé avec les différentes possibilités d'entrée. Donc je ne suis pas certain que tout fonctionne exactement comme tel. Et je sais, surtout, je ne sais pas s'il faut un test non nul avec le pattern de liste. Je crois que le test non nul est intégré, je ne suis pas certain. Merci, John. Merci beaucoup. Merci.